Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre atelier sur les risques climatiques et biodiversité dans la politique d'investissement des assureurs vie. Donc je voulais remercier l'Institut des Actuaires de nous avoir donné la possibilité de présenter cet atelier et également Delphine Bartre qui est responsable de la recherche chez Iceberg Data Lab, Jean-Philippe Médecin, responsable directeur des comptes propres et financement chez CNP Assurance, et Thomas Aubringer qui est co-responsable des solutions pour les investisseurs institutionnels chez Amundi. Alors, je voulais également remercier Luc, Janice, Pauline et Loïc pour nous avoir aidés à préparer cet atelier. Alors, nous sommes actuellement en train de vivre deux crises environnementales majeures, donc l'une sur le climat, l'autre sur la biodiversité. Et le GIEC et l'IPBES ont permis l'adoption de cadres internationaux qui sont l'accord de Paris, avec des objectifs de réduction d'empreinte carbone, et l'IPBES sur la biodiversité, avec également des objectifs très forts de préservation de la biodiversité. Ces cadres internationaux ont permis de structurer des objectifs au niveau local, au niveau européen, avec le pacte vert européen, le paquet de dispositifs Fit to 55, et au niveau de la biodiversité, la stratégie européenne pour la biodiversité 2030. Alors comme vous voyez ici à l'écran, vous avez quelques objectifs phares d'atteinte qui structurent en fait les cadres réglementaires de reporting et les stratégies d'alignement des assureurs. Donc avec l'objectif à 2030 de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2019, et l'objectif côté biodiversité de préserver au moins 30% des espaces protégés. Voilà, donc ces deux objectifs phares. Évidemment, les assureurs en tant qu'investisseurs institutionnels ont un rôle clé à jouer pour l'atteinte de ces objectifs. Et ils peuvent jouer sur trois leviers d'action. Le premier, c'est réduire finalement les investissements néfastes en relâchant la pression sur les écosystèmes et le climat. Le deuxième, c'est augmenter le financement sur le financement à impact positif, en financement des projets durables. Et enfin, accompagner et influencer les entreprises investies dans leur transition. Alors effectivement, il y a beaucoup les assureurs en fait leur politique d'investissement s'inscrit dans un cadre d'alignement qui est multiple, et avec des objectifs aussi de publication, de reporting. Donc on a d'abord le cadre volontaire international, avec un certain nombre d'initiatives qui donnent des objectifs d'alignement, des recommandations qui permettent aux acteurs financiers de mieux structurer leur démarche. Voilà, vous avez sans doute entendu parler de le réseau Science Based Target, la TCFD, la TNFD. Donc les membres de ces initiatives s'engagent à respecter des trajectoires de transition par secteur, et ça harmonise finalement les pratiques et les stratégies d'investissement. Ces cadres volontaires ont largement inspiré en fait le droit européen en matière de reporting extra-financier. On a alors évidemment les trois textes majeurs, le règlement SFDR, la taxonomie européenne et la directive CSRD, qui vient d'être mis en œuvre depuis le début d'année, qui va apporter beaucoup d'informations sur les engagements de durabilité des entreprises à partir du moment où elles dépassent une certaine taille. Donc ce cadre réglementaire, et notamment SFDR, a été décliné au niveau national, comme vous le savez, par l'article 29 LEC, le dispositif article 29, qui impose aux assureurs de rédiger un rapport de durabilité sur différentes thématiques.
Et ça donne énormément d'informations sur la manière dont ces stratégies d'investissement sont mises en œuvre et sur les ambitions des acteurs. Alors on a également les alliances net zéro. Donc les membres de ces alliances en fait s'engagent également dans certaines pratiques et ça structure les stratégies d'investissement. Et la mise en œuvre de ces stratégies s'appuie évidemment sur des données ESG fournies par des prestataires, des agences de notation ESG que vous voyez là. Alors j'en ai sans doute oublié, mais c'est celles qui ressortent le plus fréquemment dans les rapports. Et enfin, les ONG et les institutions apportent une information précieuse pour affiner les stratégies d'investissement et mieux comprendre les enjeux. Alors, où en sont les acteurs de l'assurance vie dans leur politique d'investissement, dans leur ambition durabilité en termes d'investissement? Alors, évidemment, comme je disais, les rapports LEG 29 permettent de mieux comprendre ces stratégies, ces ambitions. Et c'est la deuxième année consécutive que les assureurs font l'exercice de rédiger ce rapport, qui est orienté sur plusieurs thématiques que vous voyez là, la démarche générale, les moyens, la prise en compte des critères ESG dans la gouvernance, la politique d'engagement, la taxonomie européenne, les alignements avec les objectifs climatiques et biodiversité et un aspect sur la gestion des risques. Alors fort de ces rapports, l'ADEME, qui collecte tous ces rapports et qu'on peut consulter librement sur leur plateforme, a publié une analyse de conformité, une analyse des stratégies qui nous a permis également au sein du cabinet Nexialogue de proposer une étude qui compare sur les 10 plus gros assureurs vie les ambitions en termes de stratégie climat et biodiversité. Également, pour compléter, en fait, on a également un rapport d'analyse de la CPR, qui est l'organisme de supervision sur la loi énergie-climat, article 29. Donc ces informations nous ont permis de dresser un bilan en fait, des stratégies d'alignement climat et biodiversité. Et les principales conclusions ce sont celles que vous voyez à l'écran. Déjà, il y a une forte hétérogénéité de la conformité, des attendus sur les informations demandées par l'article 29, et également sur les pratiques, ça de manière générale, que ce soit pour le climat et la biodiversité. Il y a plus d'informations, beaucoup plus de maturité sur la partie climat. On a des objectifs qui sont quantifiés, contrairement à la biodiversité. Donc 67% des assureurs en encours présentent des objectifs quantifiés sur le climat en termes de réduction de gaz à effet de serre. Et on a aussi des politiques très claires de sortie du carbone, avec 93% des acteurs qui annoncent sortir définitivement du carbone à horizon 2030. Sur la biodiversité, on a beaucoup moins d'informations. Les stratégies sont peu ou pas du tout quantifiées. Et effectivement, on a des mesures d'empreinte qui sont encore un petit peu expérimentales. Et donc une maturité qui est nettement inférieure sur ce volet biodiversité que sur la partie climat. Alors, dans ce contexte, je vais laisser la parole à Jean-Philippe Médecin. Jean-Philippe, dans ton périmètre, comment finalement les critères, les enjeux climat-biodiversité sont-ils intégrés dans la politique d'investissement ? Bonjour à tous. Enfin, c'est bon ? Je ne sais pas si vous m'entendez. Donc moi, je suis ravi de venir témoigner de l'engagement ESG de CNP Assurance. Alors, j'étais déjà venu animer un atelier il y a 7 ans sur l'ESG, mais c'était Economic Scenario Generator, donc c'était du crédit stochastique qui n'avait rien à voir. Donc aujourd'hui, c'est du vrai ESG, on va dire. Donc une mise en perspective, je sais pas si, mise en perspective donc de CNP Assurance d'abord. Donc CNP Assurance, c'est très principalement de l'assurance vie, donc 410 milliards de bilan. Europe, principalement la France, un petit peu, enfin il y en a aussi au Brésil. Et les actifs que l'on gère en direct, donc ce que j'appelle les actifs qui ne sont pas des unités de compte et qui sont en France, c'est à peu près 270 milliards d'euros d'investissement. Donc c'est de ça dont je vais parler.
Et donc, je mettrai de côté les unités de compte et les filiales. Alors, nous, ça fait, si vous le voyez ici, plus de 18 ans qu'on est engagé dans une démarche ESG. Donc, c'était, on va dire, balbutiant au début. Puis, il y a eu une structuration avec des initiatives qui ont été citées par Reski. Donc, on fait partie, nous aussi, de la plupart de ces initiatives, que ce soit la Net Zero Asset Owner Alliance. Tout à l'heure, il y avait un atelier à midi où il y avait le directeur des investissements d'AXA France qui intervenait, qui lui aussi disait que AXA fait partie. Donc, la plupart des acteurs institutionnels sont dans cette alliance. Il y a d'autres, initiatives que vous pouvez voir ici sur la biodiversité, puisque ça sera un des sujets principaux de notre exposé. Et la dernière que l'on peut citer, c'est cet engagement à valider. Donc, j'ai marqué trajectoire de décarbonation par le SBTI, où il y a des discussions sur, je ne sais pas si tout le monde est un peu au courant du SBTI, donc, où on doit annoncer en fait une trajectoire sur une température et qui peut amener finalement à des logiques d'investissement un peu contradictoires avec d'autres objectifs que vous avez là. Alors, on pourra peut-être l'aborder lors de la question-réponse tout à l'heure. Alors, concernant notre approche chez CNP Assurance, il y a 3 piliers. Un premier pilier, c'est en termes d'engagement chiffré. Engagement chiffré à la fois sur le réchauffement climatique d'une part et la biodiversité, et sur les actifs sur lesquels, on va dire, on a le plus la main. Donc les actifs qu'on a, c'est des actions en direct, de l'obligataire. On a un portefeuille immobilier qui est assez conséquent de 13 milliards d'euros. On est un gros investisseur en forêt. On est le premier propriétaire de forêt en France, privé. Le premier, c'est l'État. Et derrière, il y a CNP Assurance. Donc je reviendrai sur nos engagements. Infrastructure, je laisserai de côté le private equity où c'est un peu plus difficile d'avoir des suivis ESG, mais qui est une toute petite partie de notre portefeuille. Donc si on regarde en fait les objectifs que nous avons des objectifs moyens, long terme. Donc si on regarde pour les actions, obligations et infrastructures en direct, on a un objectif à 2029 avec un point de passage à 2024, donc de réduction de l'empreinte carbone. Donc on mesure effectivement l'empreinte carbone. Et on a des objectifs qui, comme vous le voyez, sont déjà atteints. Donc la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on continue à les renforcer ? Et donc il y a des débats en interne. Ce que j'ai peut-être oublié de préciser dans mon introduction, c'est notre actionnariat. Alors pourquoi ? Parce que ça a un sens sur notre démarche. Notre actionnaire unique, c'est la Banque Postale. L'actionnaire de la Banque Postale, c'est la Poste. Et l'actionnaire de la Poste, 2 tiers, c'est la Caisse des dépôts. Et 1 tiers, c'est l'État. Donc à la fin, c'est l'État. Donc on fait partie de la sphère publique. Ça veut dire qu'il y a des engagements très forts de tous ces étages-là et sur lesquels on s'aligne nous-mêmes. En termes d'investissement vert, en termes d'engagement sur les forêts, sur les initiatives de place. Voilà, je voulais le dire. Donc je reviens maintenant sur nos objectifs. Il y a donc les actions, obligations et infrastructures, donc des trajectoires. La gestion d'actions et obligations en direct est principalement effectuée pour le compte de CNP par un asset manager qui s'appelle Ostrom, qui gère à peu près 200 milliards et à qui on envoie nos guidelines, que je vais détailler un petit peu. Et donc, en fait, il investit pour le compte de CNP Assurance sur notre bilan, mais avec les règles qu'on a fixées en termes de politique, de ESG, d'exclusion, etc. etc. Si je reviens à ce tableau-là, donc il y a le parc immobilier dont je parlais qui est assez conséquent, sur lequel on travaille l'efficience énergétique. Donc on fait des rénovations énergétiques par exemple pour obtenir des labels HQE, donc Haute Qualité Environnementale. Et là aussi on a dépassé les objectifs que l'on s'était fixés. Il y a ensuite sur les investissements en direct, on a sur les producteurs d'électricité aussi un suivi de l'intensité carbone. Et enfin, et là on s'inscrit dans un engagement plus global de la Caisse des dépôts et consignations, donc notre arrière-grand-mère, en termes d'investissement vert. Et nous, on s'est fixé un montant d'investissement vert de 30 milliards. Donc
c'est principalement des obligations, des green bonds, des obligations vertes, et de l'immobilier. Voilà. Et là, on est déjà à 91%, donc on est au-delà de la trajectoire pour atteindre la cible pour l'année prochaine. On pourra aussi reparler, parce que je sais que j'avais entendu une question tout à l'heure, des sujets de sourcing de ces investissements verts qui n'est pas toujours évident, puisqu'on est un certain nombre d'investisseurs à vouloir investir dans des green bonds. Donc il y a une demande qui est quand même très forte. Pardon. Est-ce que c'est ça? Oui. Alors, concernant la biodiversité, là aussi, un engagement de notre part déjà de la mesurer, puisque avant d'agir dessus, il faut déjà savoir connaître des quantums, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on veut aller. Donc, c'est de la mesurer. Donc, on a quasiment terminé sur notre portefeuille. Et sur les aspects plus techniques, je laisserai les gens plus techniques ou plus sachants répondre. De la même manière, dans le parc immobilier dont je parlais, qui est donc, il y a du bureau, il y a du logement et il y a de la logistique. Et la logistique, comme vous le savez, peut être à la campagne, dans des champs, etc. Donc, ces bâtiments-là, là aussi, on devait faire un état des lieux de l'impact que ça peut avoir, de les construire et de leur activité. Et donc, là aussi, ça a été réalisé. Sur les forêts, bon, mesure de la biodiversité. Et enfin, on veut laisser 3% donc de la surface des forêts, qu'on appelle les îlots de vieillissement. Dit différemment, c'est qu'on veut, de manière asymptotique, revenir à des forêts primaires, quoi. Donc, pour ceux qui connaissent le Jardin des Plantes, il y a un petit îlot où il n'y a pas un homme qui a mis le pied, je crois, depuis 10 ans ou 20 ans. C'est la même chose pour nos forêts. Ça, c'était donc le pilier 1. Pilier 2, une politique d'exclusion. Exclusion sur les pays, exclusion sur les entreprises. Donc, on va dire plus de 150 pays qui sont exclus. Alors, ce n'est pas les pays, pas les 200 pays de l'ONU, il y en a plus que ça, qui sont regardés. Plus de 5000 entreprises qui sont exclues pour diverses raisons. Donc, les pays, ça peut être opacité fiscale, corruption, donc on est un peu en dehors du scope, mais ça fait partie d'une démarche ESG. Pour les entreprises, là aussi, ça peut être pour des sujets à la fois de gouvernance, liberté syndicale par exemple, ça peut être pour des sujets environnementaux, sociétaux, ou de parité homme-femme par exemple. Et ça, c'était donc, on va dire, la partie verte que vous voyez sur le slide qui est au tableau. Et ensuite, il y a des trajectoires que l'on se donne sur certains secteurs. Vous aviez peut-être, alors je suis passé rapidement, mais dans les engagements qu'on avait sur la frise chronologique, il y a un engagement sur le tabac, donc on n'investit plus sur le tabac et on se désengage. Pareil sur le charbon thermique. Et pour tout ce qui est oil and gas, donc projet d'exploration, production pétrolière, gazière, on a un objectif qui a été donné par notre maison mère et que on va appliquer nous aussi, c'est d'être sorti complètement en 2030. Donc au jour d'aujourd'hui, on n'investit plus dedans, on garde ce qu'on a dans nos portefeuilles d'investissement, mais l'objectif c'est d'être sorti complètement en 2030. Et enfin, le pilier 3, qui est un pilier aussi important, c'est que quand on reste... On peut avoir le choix de, disons, sortir et dire ça ne me regarde pas, ou alors rester dans certains secteurs et dire par contre on veut le faire changer de l'intérieur. Alors de l'intérieur, c'est en tant qu'actionnaire avec le poids qu'on a, mais il y a des coalitions. Vous avez dû voir que CNP Assurance a pu voter contre des résolutions présentées par des grands groupes. Alors ça peut être des rémunérations du PDG, mais ça, pour ce qui nous concerne, c'est des résolutions aussi climatiques. Et donc, vous le voyez, c'est ça dans mon dernier point, on s'est positionné sur 6 résolutions C'est on Climate, sur lesquelles, et pour 2, on s'est opposé. Voilà, ça c'est une façon aussi d'être un acteur engagé avec le dialogue qu'on peut avoir avec à la fois les entreprises dans lesquelles on est investi directement, mais aussi nos asset managers. Parce que je disais qu'on a une délégation pour les investissements, mais à côté de ça, on a aussi 45 milliards d'OPCVM avec à peu près 70 sociétés de gestion. Donc, et certains sont des fonds ouverts. Donc, quand c'est des fonds ouverts, on ne peut pas
imposer l'intégralité, on va dire, de nos contraintes. Pour autant, on dialogue avec les sociétés de gestion dans lesquelles on investit pour comprendre leur démarche, pour voir si leur démarche n'est pas trop éloignée de celle que nous avons. Sinon, on n'y va pas. Et dernier slide que je ne vais pas commenter, mais c'était juste pour vous le montrer, c'est en gros la synthèse de ce qu'on fait. Donc, c'était juste à titre indicatif, en fonction donc, des classes d'actifs que j'ai pu citer jusqu'à présent, quels sont les risques de durabilité et ceux sur lesquels, finalement, on intervient et on est actif. Voilà. Merci Jean-Philippe. Thomas, comment les gérants accompagnent finalement les directions d'investissement sur les enjeux de durabilité? Alors bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Alors déjà, merci je tiens à remercier Areski pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et de partager quelques éléments. Donc je me rends compte qu'il y a beaucoup trop de slides dans la présentation. Donc on va essayer de faire, alors que je ne me trompe pas. Voilà. Donc comment Amundi accompagne les asset owners, donc les assureurs? Comme vous le savez, donc Amundi a un peu moins de... Je ne peux pas battre le record de Jean-Philippe sur les 18 ans d'engagement de CNP, puisque Amundi a été créé il y a un peu moins de 15 ans, donc ce serait compliqué, enfin moins crédible en tout cas. Non, ce qui est vrai, c'est que dans la base client d'Amundi, les assureurs représentent une part très importante. Un des 4 piliers sur lequel Amundi s'est construit, c'est l'ESG, comme vous le savez, et donc les demandes des assureurs, en tout cas sur les grandes questions qu'ils peuvent se poser, ont un écho particulier chez Amundi. En guise d'introduction, je lisais, mais comme certains d'entre vous probablement, une publication très récente de la CPR qui a fait donc un sondage auprès d'une quinzaine d'assureurs qui a déroulé des stress tests climatiques, dont un qui a un horizon un peu plus proche, 5 ans, donc c'est une nouveauté en fait dans le stress test climatique. Et ces stress tests tendent à démontrer que, et sans ambiguïté d'ailleurs, que le choc qui pourrait être enregistré sur le portefeuille d'actifs de l'assureur est bien supérieur à la hausse de la sinistralité. Donc c'est un point qui est important à avoir en tête et qui correspond donc vous le voyez, Jean-Philippe disait tout à l'heure, effectivement, il y a plusieurs manières d'intégrer l'ESG dans un cadre d'investissement. Nous, la manière dont on accompagne les assureurs peut évidemment s'orienter autour de la construction d'abord de la stratégie ESG qui nous semble clé, qui peut s'articuler autour des exclusions, autour des mises à disposition de notations propriétaires ou d'investissements thématiques. Mais il ne peut pas y avoir, sans mauvais jeu de mots, d'exclusion. C'est-à-dire qu'il faut arriver à réconcilier ces trois éléments-là et intégrer dans la démarche les risques à long terme. Voilà. Donc le gros sujet de discussion qui nous anime côté Amundi, c'est la construction d'une allocation de long terme. Ce qui veut dire que quand on échange autour de l'allocation stratégique avec un client assureur, sans se substituer à l'ALM de l'assureur, je le précise, eh bien, on est capable de pousser un scénario sur les classes d'actifs qui est un scénario correspondant à une transition climatique en ordre, en ordonnée, et d'avoir des scénarios alternatifs qui nous permettent de voir dans quelle mesure une transition de manière désordonnée pourrait avoir un impact sur la gestion active-passive d'un assureur. Donc ça nous semble clé d'intégrer ces éléments-là dans la réflexion. Et donc c'est ce que vous voyez sur cette page. Par ailleurs, effectivement, sur l'offre, il n'y a pas de... Je dirais que pour parler un peu de la transition climatique, on a tendance à penser et à échanger, alors à la fois avec les assureurs du groupe Crédit Agricole, comme vous le savez, donc Crédit Agricole Assurance, Sogecap, et d'autres assureurs dont CNP, sur le sujet de l'horizon. C'est-à-dire que adresser le sujet de la transition climatique par un investissement dans des briques d'investissement ESG ou en lien avec les accords de Paris est un début, mais ne saurait être suffisant. Donc ce qui nous paraît important, c'est d'être capable, avec l'assureur, de définir un objectif de long terme. Ça peut être un objectif de décarbonation, typiquement. Donc, je le présente sur une des pages, mais effectivement, ce qui est important, c'est la décarbonation, elle doit se construire avec une trajectoire. Et donc, la trajectoire intègre en elle des points de passage. Donc, ce qu'on a tendance à faire, c'est de
regarder l'ensemble des actifs, mesurer une empreinte carbone, pour prendre cet exemple-là, et puis autour de cela, se fixer des objectifs à 2030 et à horizon 2050 pour se dire, voilà ce qui nous semble être raisonnable pour une trajectoire de décarbonation. Et une fois qu'on a ça, on est capable d'appliquer les 2 piliers en fait, qui nous semblent raisonnables, c'est-à-dire l'alignement d'un portefeuille et l'intégration de stratégies qui contribuent directement à la réduction de l'empreinte carbone dans un objectif net zéro. Donc je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que c'est effectivement le canevas qu'on utilise, en tout cas dans nos discussions avec les assureurs, donc l'alignement et la contribution. Ce qu'on voit sur cette page-là, c'est qu'on part d'un portefeuille, donc respectivement à gauche, à droite, qui est un portefeuille traditionnel d'assureurs. Alors, effectivement, je pense que les proportions peuvent être sensiblement différentes, notamment la partie fixed income qui pourrait représenter bien davantage. Mais si on part d'un portefeuille 70-30, donc obligations, actions ou actifs de performance, eh bien, effectivement, on voit que les considérations, l'alignement net zéro peut conduire à considérer les classes d'actifs d'une manière un peu différente. Et notamment parce que si on regarde dans l'optique en fait, ou dans le cadre d'une gestion active-passif, on voit bien que la transition climatique, de manière structurelle, peut être génératrice d'inflation. Ne pas considérer cet élément dans la construction de l'allocation d'actifs serait assez dommageable. De l'autre côté, la contribution net zéro, ça a été évoqué par Jean-Philippe, il y a des stratégies vertes, des stratégies à impact. Je le précise, c'est absolument pas une présentation commerciale, vous l'avez bien compris, mais je pense que pour beaucoup d'acteurs de l'asset management qui accompagnent les asset owners, le fait de travailler sur des stratégies à impact est essentiel. Nous avons d'ailleurs de mémoire un objectif à horizon 2025 dans le cadre d'un plan ambition ESG, un objectif assez agressif, enfin, je le qualifierais d'agressif, qui vise 20 milliards d'investissements sur des stratégies à impact. Voilà, donc c'est évidemment quelque chose qui est très présent. Peut-être un mot, parce que je pense j'avais cette discussion récemment avec un assureur proche du groupe Crédit Agricole, et c'est vrai que le choix en fait, du sous-jacent, c'est-à-dire quand il s'agit de déterminer les modalités pratiques d'investissement, c'est-à-dire on a défini une stratégie ESG, on se dit voilà où on veut être à horizon 5 ans. Maintenant, l'ESG, il y a énormément de nuances. Et donc, entre un portefeuille qui serait construit sur, prenons l'exemple de la gestion passive, qui m'a l'air d'être le plus parlant. Sur la gestion passive, vous avez vu ces dernières années le développement d'un certain nombre d'indices, avec des règles de construction particulières, avec des exclusions, des limitations de market cap de certains secteurs pour limiter le poids de l'énergie, des industries, rehausser celui de la santé. C'est un exemple. Bon, ce que vous voyez à l'écran, c'est qu'en fonction du sous-jacent qui va être choisi, sélectionné, on peut cocher la case de l'investissement ESG, mais c'est une vision très réductrice. Parce qu'en fait, quand on regarde précisément, et ça, on a beaucoup de questions de la part des assureurs là-dessus, quand on regarde vraiment ce qu'on achète, quand on achète un ETF ESG aligné aux accords de Paris, eh bien, en fait, on achète probablement un score ESG qui est plus élevé, c'est ce que vous voyez en ordonnée, mais on achète aussi à droite quelque chose qui comporte un risque de déviation par rapport à l'ancien monde, ce qui s'appelle les indices parents, voilà, que vous voyez, qui est important. Et dans certains cas, on observe des tracking errors, donc pour prendre cette métrique-là, qui est assez significative, c'est-à-dire que acheter les accords de Paris sur le marché américain ou le marché européen par rapport aux indices ancien monde, c'est s'exposer à des risques de déviation qui peuvent être de 4 à 5% dans certains cas. Donc le travail qu'on fait avec nos équipes de gestion passive est important pour l'accompagnement des assureurs, parce que quand on achète de l'ESG, on peut avoir des biais de construction, des biais de style, des biais de secteur, et donc il faut en avoir conscience. Voilà, l'investissement ne saurait être le seul objectif en soi. Et puis, je ne vais pas m'attarder sur le point de la biodiversité qui sera adressé de manière bien plus aboutie, mais juste pour vous donner très rapidement le canevas, en tout cas au niveau d'Amundi, c'est éviter, réduire, favoriser. Et les engagements de biodiversité, je vais rebondir sur ce que disait Jean-Philippe, c'est évidemment d'abord in situ, dans l'entreprise, avec des comportements qui sont raisonnés, raisonnables,
adapté à la situation, et puis aussi en amont et en aval. Et de ce point de vue-là, il y a de nombreuses initiatives en interne. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Réaliser une analyse d'impact et dépendance sur la biodiversité. Merci Areski et merci à Nexialog pour l'organisation et l'invitation à ce panel. Moi, je vais rentrer dans le vif du sujet de la donnée. Iceberg Data Lab, donc fournisseur de données ESG, et en particulier sur l'empreinte climat et l'empreinte biodiversité. Cette première page vous présente l'analyse de cycle de vie qui est la base de nos travaux pour l'analyse aux lignes à ligne d'une entreprise qui rentre après dans vos portefeuilles sur l'entreprise dans son scope 1, son scope 2 et le 3, amont et aval. C'est une distinction que l'on fait et qui suit le protocole international, le GHG protocole, et qui permet d'avoir une vision holistique de l'entreprise par ses fournisseurs et l'utilisation de ces produits jusqu'à la fin de vie des produits qui sont utilisés. Cette distinction des scopes est aussi utilisée lors du calcul de l'empreinte biodiversité. Ça nous permet finalement d'utiliser le même modèle de désagrégation d'une activité des entreprises pour un calcul d'empreinte carbone ou un calcul d'empreinte biodiversité. L'analyse de la biodiversité, elle est complexe et multifactorielle. Ce que vous avez sous les yeux, c'est la définition de la biodiversité par l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC, qui se concentre sur le climat. Pour la biodiversité, vous avez des impacts directs et des impacts indirects. Donc l'impact indirect, ça peut être les activités humaines, par exemple l'urbanisation, ou bien l'exploitation des ressources naturelles qui vont entraîner une fragmentation des habitats, une perte de corridors écologiques et qui vont avoir des conséquences négatives sur la diversité des espèces. Et dans la définition de l'IPBES, vous avez l'élément central facteur direct qui est divisé en le principal, le changement d'utilisation des sols. Sur la gauche, vous avez le petit sigle d'Iceberg pour dire que dans notre calcul de l'empreinte biodiversité, aujourd'hui, on prend en compte 4 éléments: le changement d'utilisation des sols, le changement climatique, qui est pris en compte dans le calcul de l'empreinte biodiversité. Ça n'empêche qu'on a aussi le calcul de l'empreinte carbone à côté. Et on a également dedans la pollution de l'air et la pollution de l'eau. On est en train de travailler pour ajouter d'autres éléments qui apparaissent ici dans la définition, que sont les espèces invasives et l'exploitation directe. Et nous allons nous concentrer cette année sur l'utilisation de l'eau. Sur le modèle lui-même que l'on utilise, comment on calcule l'empreinte environnementale. On a vu dans la première slide donc la désagrégation d'une activité économique suivant les 3 scopes. On a vu ensuite les différentes pressions environnementales. Et donc, on fait une analyse d'une entreprise à partir des données qu'elle publie sur son rapport annuel. Et donc, ce sont bien des données financières par secteur ou sous-secteur ou sous-activité. Chez Iceberg Data Lab, par défaut, on utilise les codes NAS jusqu'au niveau le plus fin, le code NAS niveau 4, voire niveau 5 lorsque c'est nécessaire, et par pays d'activité. Et ensuite, pour ces activités économiques, on les désagrège en données physiques. Certaines entreprises, et ça va être de plus en plus le cas grâce à la CSRD, donnent des informations sur les données physiques et les flux physiques qu'ils utilisent pour la fabrication de leurs produits. Mais nous, sinon, on peut faire cette désagrégation. Nos sources sont des sources internationales, scientifiques, qui nous permettent d'avoir une vision globale de l'activité de l'entreprise. Et après l'identification de chaque
sous-produits, enfin produits sources pour fabriquer le produit final vendu par l'entreprise, on a les pressions environnementales suivant la désagrégation, de l'utilisation des sols, du changement climatique, de la pollution de l'air, la pollution de l'eau, ce qui nous permet d'avoir une vision en même temps globale de l'activité de l'entreprise, mais en même temps un chiffre final qu'on appelle Corporate Biodiversity Footprint, donc l'empreinte biodiversité de l'entreprise. Dans le même modèle, on va extraire des émissions de gaz à effet de serre par scope pour l'empreinte carbone. De la même manière, on va calculer la température de l'entreprise et puis utiliser des informations sur la dépendance. Et la dépendance, c'est la partie biodiversité, la dépendance aux services écosystémiques de l'activité de l'entreprise à travers 3 sous-prismes, l'approvisionnement, le service culturel et la régulation, ces définitions étant aussi normées d'un point de vue international. Voici donc un tableau où on a mis, j'ai envie de dire par rapport à ce que je vous ai présenté, la base des points de données. Vous en avez quand même 17 sous les yeux, hein, où pour chaque empreinte carbone ou biodiversité, on vous a indiqué le scope 1, 2, 3 amont et aval en les distinguant, et puis 2 typologies de dépendance et une température. Ce que nous avons fait, c'est qu'avec l'aide de Areski et Nexialog et des équipes, on a pris en référence un portefeuille composé des 500 plus grandes entreprises européennes. On a pensé que pour les assureurs, c'était représentatif des investissements que vous faisiez. On a utilisé les données absolues de calcul d'empreinte carbone et d'empreinte biodiversité et on a fait une moyenne sectorielle que vous avez sur la gauche, une moyenne sectorielle d'une douzaine de secteurs voilà, qui sont toujours à partir de la codification NAS que l'on utilise chez Iceberg, mais qui est largement utilisée par les acteurs financiers. Ce que l'on peut dire rapidement pour ce portefeuille, mais je vais peut-être passer sur les slides visuels qui seront plus parlantes. Donc on a 2 graphes. Ce graphe-là qui est sur l'empreinte carbone, on voit bien que le secteur de l'énergie représente 45% de cette empreinte, mais seulement 8% des actifs de ce portefeuille. Lorsqu'on regarde les 3 scopes, on voit bien que le scope qui est le plus important, c'est celui qui représente l'utilisation de tous ces produits d'un point de vue de l'empreinte carbone. Et puis, je vais faire juste un petit focus sur ce qu'on a appelé la consumer staples, donc qui sont les biens de consommation de base qui regroupent entre autres l'alimentaire et qui, pour l'empreinte carbone, représentent 3% de l'empreinte carbone, mais 12% du portefeuille. Et si je parle de ce secteur, c'est que dans le graphe un peu plus complexe pour l'empreinte biodiversité, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, la biodiversité c'est un peu plus complexe, mais ça permet dans ce graphe de retrouver tous les scopes, mais aussi les 4 pressions que j'évoquais tout à l'heure, que sont le changement d'utilisation des sols, le changement climatique et puis la pollution de l'air et de l'eau. Et on voit que Consumer Staples se retrouve, c'est toujours le même portefeuille, hein, on a toujours 12% des actifs, mais ça représente 24% de l'empreinte biodiversité. On voit que le plus gros impact, c'est le changement d'utilisation des sols. C'est assez logique puisque c'est le secteur de l'agroalimentaire. Et de la même manière que sur le climat, c'est le scope 3 aval qui présente l'utilisation des produits qui est le plus important. Un autre graphe qui nous semble important et qui est aussi sur la biodiversité, qui est la double matérialité de la biodiversité, c'est-à-dire l'impact et la dépendance, c'est-à-dire l'impact de l'entreprise ou des secteurs sur la biodiversité et cette dépendance à la biodiversité de cette activité économique. Ça permet de donner dans des grandes lignes, donc ces 3 graphes permettent d'avoir une bonne idée de quels sont les secteurs les plus impactants ou impactants d'un point de vue soit climat et
biodiversité. Donc on peut faire après un best-of des secteurs sur lesquels, en tant qu'investisseur, vous pouvez porter votre attention et regarder à l'intérieur de ces secteurs le ligne à ligne et les entreprises qui seraient les plus contributives. Cette première analyse donc, met bien en rapport la part de ces secteurs dans le montant d'actifs en euros et la part dans l'empreinte et carbone et biodiversité. Cet exemple, on l'a pris avec des données brutes dans le sens des données en absolu, mais bien sûr, il peut être intéressant de regarder les données en intensité. Pour ceux qui étaient là ce matin sur un autre panel où un investisseur nous parlait de son intensité carbone qu'il rapportait à la valeur de marché de ses investissements. Cet indicateur est intéressant puisque c'est bien rapporté aux investissements, mais la valeur de marché va faire varier votre intensité carbone sans aucune relation avec le réel impact d'un point de vue climatique de l'entreprise et simplement va évoluer par rapport à la valeur de marché. Donc, vous pouvez le reporter à la valeur de marché, mais vous pouvez peut-être aussi les compléter avec d'autres indicateurs. Pour la conclusion, est-ce que tu veux... Voilà. Effectivement, donc on voit qu'on a 3 leviers en fait à notre disposition pour avoir moins d'impact et moins de dépendance sur les enjeux de durabilité. On les a rappelés. Donc il y a beaucoup d'exclusions sectorielles. Les mesures qu'on peut employer pour construire une analyse de dépendance et d'impact. Effectivement, donc comme on l'a vu aussi, le sujet sur la partie biodiversité est encore en évolution. Hein. Les acteurs sont encore dans une phase d'appropriation des concepts et d'expérimentation des métriques. Et en réalité, effectivement, il existe plusieurs manières de mesurer l'empreinte carbone, l'empreinte biodiversité. Chaque acteur, chaque prestataire a sa vision des choses. Et effectivement, une façon de faire, c'est peut-être de regrouper ces différentes métriques pour pouvoir les exploiter et pas se baser sur une seule métrique pour définir et mettre en œuvre une stratégie d'investissement. Voilà, je pense que le temps est déjà bien avancé. Je pense que je vous propose qu'on s'arrête là pour la présentation. Je vous remercie pour votre attention. On n'a pas beaucoup de temps, mais si il y a quelques questions, si vous avez une ou deux questions, nous sommes preneurs de vos questions. Oui ? Oui. L'intelligence artificielle, ça permet quand même d'utiliser beaucoup de données à travers le monde et de pouvoir les agréger. Donc, effectivement, Iceberg Data Lab, c'est une fintech. L'intelligence artificielle est notre ami de tous les jours. Ça nous permet de donner des résultats en agrégeant énormément d'informations. On est une start-up nous-mêmes, donc voilà, donc l'intelligence artificielle in-house. Merci pour la question. On avait donc, j'avais 7 minutes pour vous présenter les indicateurs de biodiversité. Alors effectivement, je ne suis pas rentrée dans le détail, c'est beaucoup plus précis que ça. Donc avec plaisir pour échanger avec vous sur la précision vers laquelle on peut aller. Mais pour vous donner un exemple, lorsqu'on analyse une entreprise dans l'agroalimentaire, on a une liste, donc on liste toutes les denrées alimentaires, la tomate, le riz
où il pousse, comment il pousse, et en fonction des données scientifiques qui sont disponibles. C'est des publications que font les scientifiques, le MNHN, mais aussi à travers le monde, qui sont des sources d'informations pour savoir quand quand j'ai 1 kilo de riz, au final, quelle est l'empreinte biodiversité. Donc on liste, lorsque je vous parlais tout à l'heure de la désagrégation des flux physiques des entreprises, on a 2500 ce qu'on appelle commodités, donc la tomate, le riz, l'avocat, la banane, tous ces éléments-là, et bien sûr l'acier et l'or, toutes ces données physiques ont une réalité biodiversité et des indicateurs biodiversité très précis. Donc ceux-là, ils existent, mais ce que l'on fait, nous, c'est que l'on prend justement ces données extrêmement précises et qu'on les agrège pour pouvoir donner une empreinte biodiversité à des entreprises telles que Danone, Carrefour, Carrefour, voilà, c'est toutes les données, toutes les denrées alimentaires, plus les autres, puisque c'est un retailer, un distributeur de tous les produits de consommation. Donc la donnée très très granulaire, elle existe. Nous, justement, on est vraiment dans le prendre cette donnée granulaire, l'agréger pour donner une empreinte à ces grands acteurs économiques. Alors, nous, on attend avec beaucoup d'impatience la CSRD, parce qu'on va avoir beaucoup d'informations sur le kilo de riz qui est vendu sur l'étagère, d'où vient-il, donc où il a poussé. Mais dès aujourd'hui, bon, voilà, on peut quand même faire des moyennes de si j'ai un yaourt qui est vendu en France. Le yaourt, il est fait avec du lait et on peut penser que le lait vient d'Europe, en tout cas, et qu'il n'a pas traversé l'Atlantique puisque c'est une durée de vie limitée. Mais certains acteurs publient dès aujourd'hui, par exemple, la quantité de lait dont ils ont besoin et la source du lait, puisque ce qui importe dans le lait aussi, c'est la vache qui a donné le lait et ce qu'a mangé la vache pour donner ce lait. Donc c'est bien ça l'empreinte biodiversité. Donc c'est tout ce parcours que l'on fait pour être en capacité de donner une empreinte biodiversité. À défaut d'information, on est conservateur et donc on va donner des moyennes d'un pays, d'une zone géographique et parfois mondiale, comme ce qui est fait traditionnellement en analyse financière. Alors, pour cet exemple, on a pris 500 entreprises européennes. Notre cœur d'univers de 3500 entreprises worldwide, et on a un ensemble de 10 000 entreprises que l'on suit et pour lequel on calcule l'empreinte biodiversité. Et sur la demande des investisseurs, assureurs, banques ou sociétés de gestion, on peut faire un calcul de l'empreinte biodiversité de toute entreprise à partir du moment où on a un minimum d'informations sur son activité, puisque c'est bien un modèle. On fait rentrer une information de l'activité de l'entreprise et on a en sortie, plus la donnée est granulaire en entrée, plus on aura une précision sur le calcul final. L'objectif de ce que l'on a fait là, c'est de vous dire qu'il existe déjà de la donnée. Est-ce qu'elle est parfaite ? Pas encore, mais il y a suffisamment d'informations pour vous donner des pistes de réflexion en tant qu'investisseur sur quel secteur porter votre attention si vous voulez avoir une visée empreinte carbone ou une visée biodiversité et faire de l'engagement, comme Jean-Philippe le disait, sur des objectifs de biodiversité suivant les secteurs de l'entreprise qui est dans votre portefeuille. Oui. Ok. Alors, il y avait un autre atelier où il y avait un sondage qui était intéressant, c'est qu'est-ce qu'attendaient les épargnants en premier. Je crois que c'était d'abord du rendement, deuxièmement de la sécurité, troisièmement de l'ESG. Après, pour ceux qui ont aussi suivi la plénière de ce matin, on voit bien qu'à un moment donné, il faut peut-être forcer le destin, quoi. Enfin, je veux dire, si on attend que ce soit celui d'en face qui fasse le premier pas. Donc, nous, on pense que oui, de la manière générale, la communauté, en tout cas en Europe, je ne vous parle pas des États-Unis, d'accord. On pense que oui, il y a quelque chose à faire. Nous, on le fait sincèrement.
On pense qu'il y a une attente. Alors, est-ce qu'elle est peut-être... c'est toujours pareil. Est-ce qu'on la devance pour une partie peut-être, mais je pense qu'il y a une partie de la population qui aussi a des attentes assez fortes. Alors, il y a toujours des paradoxes, hein, des gens qui veulent à la fois sauver la planète et qui achètent sur Shine, on va vous dire, qui peuvent être les mêmes. Mais non, mais voilà. En tout cas, la question généralement qui revient derrière, c'est est-ce que le rendement est plus faible quand on investit dans des actifs verts? On est d'accord? C'est la question qu'on a souvent. Nous, on pense qu'à long terme, en tout cas, il y aura un problème sur les actifs qui ne sont pas verts. C'est ce qu'on appelle les actifs échoués. Alors, il y a ceux qui jouent la montre en se disant « mais nous, on essaiera de sortir au dernier moment ». Enfin, il ne faut pas être le dernier à sortir quand même, hein, les actifs échoués par définition. Et on pense qu'il y a quand même plus de valeur sur des stratégies à la fois de transition durable et juste que les autres stratégies, quoi. Peut-être pour compléter ce point avec un prisme gestion d'actifs, on a eu cette discussion déjà avec Jean-Philippe. Il n'y a pas d'études d'un point de vue académique qui démontrent que structurellement l'ajout de l'ESG dans une allocation d'actifs va détruire systématiquement de la valeur. Donc après, on peut avoir des convictions, on peut avoir un horizon d'investissement qui n'est pas forcément réconciliable avec l'ESG. Et là, je pense que dans cette salle, je vois beaucoup d'investisseurs de long terme. Donc, je pense que c'est aussi, il faut se lancer. Le risque inverse, c'est aussi ce qu'on a pu observer 2022-2023 d'un point de vue flux, où beaucoup d'investisseurs se ruent massivement sur de la gestion passive sur des ESG, j'en parlais tout à l'heure très rapidement, et se rendent compte a posteriori qu'ils n'ont pas vraiment compris ce qu'ils achetaient. Ça, je pense que c'est un risque qui existe. Voilà. Après, je pense que ce que disait Jean-Philippe sur la prime de risque liée à ces investissements, c'est tout à fait vrai. Et sur l'horizon qui est visé, voilà, je pense que les deux sont réconciliables. Alors, je ne peux pas dire que j'attendais pas cette question. Ce serait un peu naïf quand même. Je ne vais pas botter en touche non plus, même si, comme vous le savez, Amundi ne fait pas exception à la règle, mais il y a un service de communication qui traite ces sujets. Moi, ce que je peux en dire, parce qu'il se trouve que j'étais dans les murs quand ça s'est passé, moi, ce que je peux dire sur Total, c'est que déjà, il y a une nuance qui me semble importante, c'est que Amundi n'est pas investisseur en compte propre. Donc, c'est déjà la première des choses. Donc, dire qu'Amundi est le plus gros investisseur, c'est déjà faire un raccourci qui me semble inapproprié. Enfin, le prenez pas personnellement, je le dis parce que je l'ai voilà, je le dis parce que je l'ai entendu de nombreuses reprises. Donc effectivement, ça correspond aussi avec des souhaits d'investissement de la part de nos clients. Donc il y a évidemment une logique d'accompagnement là-dedans. La deuxième précision que je voudrais apporter, c'est que Total, d'un point de vue sectoriel, si vous regardez les budgets qui sont alloués à la recherche et le financement des énergies décarbonées, vous verrez que c'est plutôt un bon élève. Donc en fait, moi je ne suis pas actionnaire à titre personnel, j'ai aucun intérêt à dire ça. Je me base juste en fait sur ce que l'entreprise propose. Donc voilà, donc avec ces deux nuances-là, évidemment, vous dire ce qui a créé évidemment un peu de bruit, c'est que les deux assemblées générales, donc celle de Total et la nôtre, ont eu lieu le même jour. Donc j'imagine que les 300-400 personnes qui se sont déplacées voilà, étaient un peu organisées. Voilà, donc je ne commenterai pas beaucoup plus ce point-là. Et alors, peut-être quand même un dernier point, sur l'ESG, là encore, l'intervention ne permet pas de s'étendre sur le sujet, mais ce qui est important aussi avec l'ESG, ce n'est pas nécessairement la situation qui va prévaloir à un instant T. Ce qui est important aussi, c'est de regarder une dynamique, et notamment une tendance de certains acteurs du marché, de certains émetteurs, de voir où ils sont, où ils ont envie d'aller, et de les accompagner dans ce développement-là. Ça, c'est important, parce que ce serait trop simple de dire non, ça, on ne regarde pas. Donc je pense que cette dynamique d'accompagnement, elle est assez clé également. Peut-être une dernière question? Oui. Merci pour votre question. Je pense que ça démontre qu'il faut regarder les deux déjà. Voilà, je ne sais pas si tous les investisseurs ici, vous avez toutes les données biodiversité, mais ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas
se contenter de rester sur le climat et donc regarder dès à présent la biodiversité. On ne va pas attendre 20 ans que les données biodiversité soient précises au millimètre près pour s'y intéresser. Donc ça milite sur le fait qu'il faut regarder les deux, et je pense que les graphes qu'on a montrés, c'est une première étape sur cette corrélation. Par exemple pour l'énergie, bon voilà, l'énergie, c'est bien d'avoir l'analyse biodiversité, mais on se rend compte que sur la partie énergie, finalement le plus gros contributeur de son empreinte biodiversité, c'est la partie changement climatique, très bien. Mais pour d'autres secteurs, c'est autre chose, donc il faut regarder les deux en même temps. Moi, je vais peut-être intervenir aussi sur... Je disais qu'il peut y avoir des paradoxes ou des injonctions contradictoires. Alors, pour répondre à ça, nous, on a un exemple, par exemple. On est investisseur avec d'autres assureurs parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le Fonds stratégique de participation. Donc, c'est une coalition d'assureurs de la place. Et on a investi dans une des entreprises qui s'appelle Neoen, je ne sais pas si vous connaissez, qui fait de l'énergie renouvelable. Et il y a eu un article dans Le Monde à ce sujet parce que, en fait, en Gironde, ils voulaient mettre des panneaux solaires sur de la terre agricole. Je crois que c'était la terre agricole. Donc, évidemment, il y avait deux objectifs contradictoires. Donc, alors pour les écologistes et les chasseurs, les agriculteurs chasseurs se sont tous mis d'un côté contre l'entreprise, et qui elle avait dit mais nous on va replanter à côté. Et effectivement, donc le sujet n'était pas simple. Voilà, c'est juste pour dire que le sujet n'est pas simple. Quelquefois, voilà. Et un autre sujet sur lequel nous aussi on travaille et qui là aussi c'est pas évident de tout concilier. Je parlais de SBTI, donc pour ceux qui connaissent pas, nous l'approche que l'on prend, donc on doit s'engager sur une température avec des points de passage jusqu'en 2050. Et dans notre portefeuille d'actifs, on doit investir, si on fait SBTI, que dans des entreprises qui ont pris aussi des engagements SBTI avec des températures. Et après, on va faire la moyenne de leur température qui sera notre température, pour faire simple. Sauf qu'il y a des entreprises qui ont décidé de ne pas aller sur SBTI, dont des grosses banques. Donc c'est public, Société Générale, HSBC et tout. Mais qui émet le plus de green bond ? C'est les banques. Donc, avoir des objectifs, par exemple, de green bond, si on doit exclure le secteur bancaire, va devenir difficile aussi, vous voyez. Donc, voilà, on a des discussions en ce moment avec SBTI sur le sujet, mais c'est pour dire que tout n'est pas sur une ligne droite. Et effectivement, il peut y avoir des paradoxes. Merci à tous. Je crois qu'on clôture cet atelier. Merci pour votre participation. Bon après-midi.